Bonjour, mesdames, messieurs. Je fais cette vidéo pour apporter une contribution sur la décision rendue par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ce 28 mai dans l'affaire Gbagbo. Le titre de cette communication est « Procès équitable et déni de justice dans la procédure pénale internationale », cas de l'affaire Gbagbo. Procès équitable et déni de justice dans la procédure pénale internationale, cas de l'affaire Gbagbo. Alors, en effet, je ne vais pas revenir sur tous les éléments de la procédure, de la très écouteuse, longue procédure de l'affaire Gbagbo, car ce serait très fastidieux de ramener tout ça sur la table. Je voudrais juste rappeler que c'est le 23 novembre 2011 qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Laurent Gbagbo, et c'est après son arrestation, donc sa présentation à la Cour le 30 novembre, c'est le 9 décembre 2011 que la conférence de mise en état de l'affaire a été organisée devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Donc c'est une longue et, je dirais, vieille procédure. Entre 2011 et 2016, pendant 5 ans, la Cour, notamment le bureau du procureur, s'est donné les moyens de présenter une accusation solide devant la chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Je voudrais rappeler à ceux qui ne donnent pas les éléments sur la procédure, lorsque le procureur émet un mandat d'arrêt et que celui-ci est validé par la chambre préliminaire, la personne arrêtée présentée devant la Cour se voit notifier les charges par la chambre préliminaire, puis il est organisé une conférence pour sa mise en accusation devant cette chambre préliminaire, et des enquêtes par la suite sont autorisées et menées, et ce n'est qu'après la clôture de cette procédure devant la chambre préliminaire que l'affaire est renvoyée devant la chambre de première instance, qui est la chambre de jugement. Donc, dans l'affaire qui nous concerne, ce n'est que le 28 janvier 2016 que Laurent Gbagbo et son colistier Blé Goudé, puisque les deux affaires ont été jointes, ce n'est que le 28 janvier 2016 que débute effectivement le procès. En d'autres termes, entre 2011 et 2016, M. Gbagbo était détenu sans être jugé. Le bureau du procureur a donc profité de ce temps pour préparer son accusation, obtenir les preuves, les témoins et tout ce qu'il faut pour venir devant le juge de la chambre de première instance, présenter les preuves solides démontrant de la culpabilité de M. Gbagbo et Blé Goudé, au-delà de tout doute raisonnable, qui est le critère de base dans la procédure pénale internationale. La personne ne peut être condamnée que si l'accusation présente des preuves solides au-delà de tout doute raisonnable. Il faut tenir compte de ce critère de base.
Donc, le 28 janvier 2016 débute le procès. Il faut rappeler que entre le 28 janvier 2016 et début de l'année 2019, cette procédure va se dérouler par au moins 231 jours d'audience. Je dis bien 231 jours d'audience. L'accusation va présenter devant les juges de la Chambre de première instance 1 près de 82 témoins censés montrer le caractère solide des preuves obtenues par le bureau du procureur. Voilà pour résumer déjà l'état de la procédure. Entre-temps, il faut le rappeler que le bureau du procureur, qui dispose de tous les moyens et qui obtient en substance la coopération des États et des organisations internationales, a donc disposé de 5 ans pour rendre solide, clair et propre son accusation. Mais, entre le 28 janvier 2016 et le 15 janvier 2019, donc pendant 3 ans presque, l'accusation n'a pas pu démontrer la solidité de ses preuves au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que ces 82 témoins, des milliers de documents qui ont été examinés pendant 231 jours d'audience, n'ont pas convaincu les juges de la Chambre de première instance 1. C'est donc le 15 janvier 2019 que cette Chambre de première instance, composée de 3 juges, va décider à la majorité des 2 juges, puisque la 3e juge, Mme Herrera Carbucia, votera contre, fera une opinion dissidente. Donc les 2 juges majoritaires, puisqu'on vote à la majorité, les 2 juges majoritaires décident qu'au vu de la faiblesse des preuves présentées par le bureau du procureur et que, vu le caractère douteux des témoignages présentés par le bureau du procureur, il y a lieu de considérer que les charges qui pesaient contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé, les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrées en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire, ne sont pas manifestement caractérisées. Et en conséquence, la Chambre de première instance à la majorité décide d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé. À la suite de cette décision, le même jour, le procureur introduit une requête demandant à la Chambre, malgré l'acquittement de M. Gbagbo et Blé Goudé, de les maintenir en prison parce que le procureur va faire appel de la décision. Les juges qui ne sont pas convaincus, néanmoins, demandent aux parties de présenter leurs arguments sur cette question de la libération conditionnelle le lendemain. Donc, nous avons 2 procédures distinctes. C'est-à-dire, le 15 janvier 2019, M. Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés. Mais le procureur, n'attaque pas immédiatement cette décision, mais dit que même si on les libère, alors cette libération doit être conditionnée. Le 16 janvier, donc le lendemain,
la chambre rend une autre, la chambre de première instance rend une autre décision, c'est-à-dire après la décision d'acquittement, rend une autre décision, suite à la requête introduite la veille par le bureau du procureur, rend une autre décision disant que le procureur, dans cette deuxième procédure liée à la liberté conditionnelle, n'a pas apporté la démonstration qu'il existe des circonstances exceptionnelles pouvant justifier le maintien en détention de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, ou à tout le moins justifiant qu'on leur impose des mesures restrictives à leur liberté. La demande du procureur est donc rejetée le 16. Mais, dans la journée après ce rejet, le procureur ne s'avoue pas vaincu. Le procureur fait appel de cette décision. Donc, il ne s'agit pas de la décision d'acquittement, il s'agit de la décision qui devrait restreindre les droits de Gbagbo. Donc, le procureur fait appel de cette deuxième décision. C'est une décision d'ailleurs orale. C'est une décision orale. Et c'est cette décision qui est donc envoyée devant la chambre d'appel, et la chambre d'appel devra donc se prononcer sur cette décision. Alors, je rappelle, pour comprendre la base juridique de cette deuxième décision, c'est que il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles pour qu'une personne acquittée soit provisoirement maintenue en détention ou que ses droits soient restreints. Et ces critères sont définis par l'article 81, alinéa 3, C1 des statuts. Il y a 3 critères. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un risque de fuite. Parce que si la procédure continue en appel, la personne peut fuir. Le deuxième critère, c'est la gravité des charges. Le troisième critère, et c'est le plus important, les chances de succès de la procédure d'appel. Donc voilà les raisons qui peuvent justifier que des restrictions soient imposées à une personne qui a été acquittée au niveau de la chambre de première instance. Saisie par cette procédure, la chambre d'appel, à la demande donc du bureau du procureur, va se prononcer le 1er février 2019 en imposant à M. Gbagbo et Blé Goudé des restrictions à leur mise en liberté, décidées par les juges de la chambre de première instance. La raison pour laquelle ces restrictions sont imposées par la chambre d'appel est qu'il s'agit de protéger l'intégrité du processus judiciaire. Puisque le procureur a dit qu'il devait faire appel, il faut donc s'assurer que M. Gbagbo et M. Blé Goudé ne fuiront pas et qu'ils pourront se présenter le moment venu dans le cadre de la procédure d'appel devant le juge d'appel. Je rappelle tout de même que sur les 3 critères, ça c'est mon point de vue personnel, je ne vois pas M. Gbagbo qui est resté, je dirais presque 10 ans si on compte le temps d'incarcération en Côte d'Ivoire, presque 10 ans en prison, et compte tenu de sa notoriété, de sa célébrité, où peut-il fuir? Ça, c'est l'interrogation. Ensuite, la chambre de première instance, ayant démontré que les preuves
du bureau du procureur n'était pas solide et de toute façon, il y avait un doute. L'on peut penser qu'au vu de cette analyse, et que malgré les 82 témoins présentés, 231 jours d'audience, le premier juge dit que tout ça, c'est pas solide, c'est pas clair et c'est douteux. On peut légitimement croire qu'il n'y a pas de chance de succès en appel. Parce que si pendant 10 ans, le bureau du procureur n'a pas pu trouver des preuves solides et a disposé de 3 ans devant le juge pour démontrer la solidité de ces preuves, où va-t-il désormais trouver des éléments solides qui permettraient de justifier son appel? Il y a là une interrogation, une sérieuse interrogation sur l'intention même du bureau du procureur. En tout cas, on ne va pas juger des choses qu'on ne voit pas, on ne va pas juger des intentions du bureau du procureur. Toujours est-il qu'on peut raisonnablement s'interroger sur l'attitude du bureau du procureur, qui, je rappelle, a le droit de faire appel. C'est son droit de faire appel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Des conditions sont donc imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé. Je ne reviens pas sur ces conditions qui leur privent de leurs droits en tant que personne innocente et acquittée. Entre le 1er février 2019, pendant tous ces mois, je vous rappelle qu'il y a 2 procédures. Il y a la procédure d'acquittement et la procédure de mise en liberté. Le 16 juillet 2019, les juges de la Chambre de première instance qui avaient prononcé le 15 janvier la décision d'acquittement, parce que c'était une décision orale, ils n'avaient pas donné tous les motifs, et le 16 juillet 2019, ces juges vont donc déposer le document écrit expliquant les motifs sur la base desquels ils ont prononcé l'acquittement. Je rappelle que le bureau du procureur attendait ce document pour déposer son appel, écrit également, même s'ils avaient notifié l'intention de faire appel. Donc, acquitté le 16 janvier 2019, la décision écrite n'intervient que le 16 juillet, donc presque 6 mois après, et le procureur, lui, ne fait appel de la décision d'acquittement que le 16 septembre 2019, c'est-à-dire 9 mois, 8 mois plus tôt, après la décision d'acquittement. Donc pendant 8 ans, M. Gbagbo, M. Blé Goudé sont des personnes innocentes acquittées, mais qui ne peuvent pas jouir de tous leurs droits fondamentaux parce qu'on attend d'un côté que les juges de la Chambre de première instance puissent écrire la décision et la déposer, et que par la suite, le procureur puisse déposer son appel qui s'appuie sur cette décision écrite. C'est donc à partir du 16 septembre que le procureur dépose son appel. Entre-temps, comme j'ai indiqué, il y a 2 procédures qui sont là. Parce qu'il y a la procédure de fond qui concerne l'acquittement et la procédure de la mise en liberté. Alors, une fois que l'appel est fait par le bureau du procureur, les avocats de M. Gbagbo considèrent, au vu d'ailleurs des documents d'appel, qu'il n'y a rien de nouveau que le bureau du procureur amène dans le débat. Il n'y a rien de nouveau. Par conséquent, le 7 octobre, les avocats de M. Gbagbo demandent à la chambre d'appel de prononcer la libération complète de M. Gbagbo. Le 7 octobre 2019. Les jours passent. Depuis le 7 octobre, la chambre d'appel ne bouge pas, ne fait
absolument rien. Les jours passent, je précise bien. Les jours passent. Et, bizarrement, le 28 octobre 2019, l'État de Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle bien, n'était plus dans le jeu. Puisque ici, la procédure, c'est le procureur contre Gbagbo et Blé Goudé. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire contre Gbagbo et Blé Goudé. Il faut bien le rappeler. La procédure ici ne concerne que le procureur, M. Gbagbo, M. Blé Goudé, et les victimes, puisque les victimes également ont leurs avocats, ont leurs représentants. Mais, curieusement, le 28 octobre 2019, la République de Côte d'Ivoire veut s'introduire dans la procédure pour faire état de ces observations. Ce qui, en soi, est curieux. Parce que, quelles sont ces observations que la Côte d'Ivoire veut présenter, qui n'auraient pas pu être présentées pendant toutes ces années de procédure, etc. Et donc, je rappelle que le 7 octobre, les avocats ont demandé à la chambre préliminaire, sur la deuxième procédure de la liberté, de libérer complètement, d'enlever les mesures qui empêchent Gbagbo d'être un citoyen en part entière, c'est-à-dire que pouvoir jouir de ses droits fondamentaux comme tout individu libre et innocent. Et il a fallu attendre 4 mois pour que la chambre d'appel puisse organiser une audience. Donc il a fallu attendre 4 mois. Donc ce n'est qu'en début 2020, au mois de février notamment, que la chambre d'appel organise une audience pour se prononcer sur la demande de M. Gbagbo pour sa libération. 4 mois. Je rappelle qu'il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit, dans une affaire liée à un problème de délai raisonnable, qui dit que c'est une affaire de quelques semaines. Mais là, on a eu 4 mois. Alors même qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Les faits sont connus. La requête du procureur pour l'appel est connue. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. La décision rendue par les premiers juges est déposée. Donc, on a tous les éléments sur la table. Pourquoi pendant 4 mois, la chambre d'appel ne bouge pas? Elle organise une audience. Après cette audience, on s'attend à ce que la chambre d'appel se prononce, puisqu'une audience est organisée. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Bizarrement, pendant 2 mois, il n'y a absolument rien. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, je dis bien pendant 6 mois, depuis que la requête est déposée, il n'y a absolument rien. La chambre d'appel ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on constate dans la stratégie que moi j'analyse? C'est que la chambre d'appel cherche à joindre les deux procédures. C'est-à-dire, la chambre d'appel voudrait, au lieu de se prononcer sur la liberté de M. Gbagbo, attendre que l'affaire sur l'acquittement, c'est-à-dire que la procédure d'appel sur l'acquittement, puisse rapidement évoluer et que les deux soient examinés au même moment. C'est une stratégie assez curieuse puisque les deux procédures n'ont pas le même objet. Ça n'a absolument rien à voir en matière pénale. Il y a la question de l'appel qui est une question de fond et il y a la question de la liberté d'une personne acquittée. Pas du tout. Et le 2 avril 2020, il faut comprendre, le 2 avril 2020, après donc presque 6 mois, donc vous avez octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, donc après cette période, donc après 6 mois, les avocats de M. Gbagbo, inquiets, ne voyant absolument rien venir, introduisent une requête auprès du président de la Cour pénale internationale
pour lui faire constater qu'il, après avoir examiné les statuts, ils veulent introduire une requête devant la Cour pour déni de justice. Parce que comment se fait-il que pendant 6 mois, la Cour ne fait rien sur une question de liberté? C'est fondamental, la liberté de l'individu. Donc le 2 avril, ils saisissent le président. Alors pourquoi ils saisissent le président? Parce qu'il faut comprendre que les statuts sont flous sur cette question. Mais, comme on dit, le système a toujours une cohérence interne. Lorsqu'on est juriste rigoureux, on va toujours trouver une base juridique pouvant rendre solide sa requête. Il existe l'article 38 du statut qui donne au président de la Cour pénale internationale la responsabilité de la bonne administration de la justice. C'est-à-dire que le président, c'est sur lui que pèse le pouvoir d'une bonne administration de la justice. Or, le fait qu'une chambre d'appel reste muette pendant 6 mois, ce n'est plus une bonne administration de la justice. Alors, ils écrivent donc au président pour demander au président que lui, il doit régler ce problème de la bonne administration de la justice. Que s'il pense qu'il ne peut pas régler, alors que le statut lui donne le pouvoir d'assurer la bonne administration de la justice, les avocats peuvent introduire donc un appel contre le silence de la chambre d'appel, qui depuis 6 mois ne dit rien. Parce que s'il y a silence, on ne peut pas rester éternellement entre la tombe. Ils vont donc introduire. Mais ils disent dans leur courrier que si nous introduisons un appel, ça ne peut pas être la même chambre d'appel qui devra examiner cela. Donc il faut recomposer notre chambre. Parce qu'on ne peut pas donner aux mêmes juges qui ne disent rien depuis 6 mois la possibilité d'examiner leur propre silence. C'est impossible. Vous comprenez donc, à partir du 2 avril, au vu de cette requête, c'est là que tout commence un peu à bouger, etc. Et on arrive donc à cette décision qui vient d'être prise le 28 mai. Donc la requête a été introduite le 2 avril. Donc il a fallu attendre la fin du mois de mai. Donc presque 2 mois encore. Donc ça fait 8 mois que la requête de mise en liberté a été introduite au profit de M. Gbagbo et Blé-Goudé. 8 mois. Au bout de 8 mois, je parle de la deuxième procédure, parce que l'affaire concernant l'appel en acquittement, ça pour l'instant, on n'en parle même pas. Ça, c'est dans les calendes grecs. Là, je parle seulement de la deuxième procédure concernant la liberté. Donc, il faut toujours distinguer les deux procédures. Les deux procédures ne sont pas en soi liées. Donc, la décision qui vient d'être rendue ce 28 mai 2020 porte sur cette deuxième procédure, simplement. Donc, on n'a pas discuté de la remise en cause ou non de l'acquittement. On discute simplement de la liberté. Et là, là je parle donc de la question du déni de justice. La chambre préliminaire dit qu'elle révoque une partie des conditions imposées à M. Gbagbo et garde les autres conditions. Alors, évidemment, on peut, en lisant la décision, se rendre compte que les conditions les plus humiliantes ont été révoquées, notamment celles qui empêchaient M. Gbagbo et M. Blé-Goudé de quitter les villes, Bruxelles pour Gbagbo, La Haye pour Blé-Goudé. On leur remet leur passeport, qui de toute façon n'ont plus de validité, parce qu'il faudra faire des nouveaux passeports, et comme ils sont ivoiriens, ils n'ont pas d'autre nationalité. Ça, c'est encore un autre problème, et je ne rentre pas dans ces détails. Bref, on peut avoir le sentiment que M. Gbagbo et Blé-Goudé sont désormais libres. Je dirais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il existe toujours des conditions restrictives. Certes, ils ont le droit de voyager, mais ils ne peuvent voyager que dans des pays qui acceptent de les recevoir et qui soient des pays partis à la Cour pénale internationale. Je donne un exemple. Si M. Gbagbo veut venir s'installer au Cameroun,
à Yaoundé. Parce qu'il estime que peut-être qu'il vivrait mieux à Yaoundé, qu'il connaît du monde. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Cameroun n'est pas parti au statut de Rome. Il ne pourra pas. Si M. Gbagbo veut aller aux États-Unis, il ne peut pas. S'il veut aller en Chine, il ne peut pas. Donc déjà sur ce plan-là, il est limité. Ensuite, il devra communiquer son adresse. Et, naturellement, déférer aux convocations, citations éventuelles de la Cour concernant la suite de la procédure qui concerne l'acquittement. Mais la première question que l'on peut se poser, au-delà de la médiatisation, parce qu'on a l'impression que, bon, la liberté accordée, mais non. La question qui peut se poser est celle de savoir pourquoi la chambre préliminaire maintient-elle ces restrictions. Quelle est la base juridique? Parce qu'il y a une contradiction. Je vous rappelle ce que j'ai dit. 1. Il y avait 3 critères. Risque de fuite, grave charge, chance de succès. Bon, si Gbagbo peut voyager, il ne peut voyager que dans les pays membres de la CPI. Parce que la CPI estime que si vous allez dans un pays non membre, ce pays-là peut refuser de vous renvoyer. Mais là encore, ça ne justifie rien, parce que même si le pays est membre, le pays peut refuser de coopérer, comme l'Afrique du Sud. Il a eu à le faire. Dans l'affaire du président Bachir. Donc, la gravité des charges, oui, c'est ces crimes contre l'humanité, mais il a été démontré devant la chambre de première instance que le dossier était vide. Les chances de succès, là encore, je vous dis que 231 jours d'audience, 82 témoins, acquittement. Alors, j'aimerais bien comprendre quelle est la base, le raisonnement de la chambre d'appel pour maintenir les restrictions pour M. Gbagbo. Quelles sont les bases? C'est une question. Ensuite, la procédure d'appel elle-même, qui a été déposée le 16 septembre 2019. Si on analyse, au vu de l'expérience, des procès qui seront déroulés devant la Cour, ce n'est pas avant fin 2021 qu'on pourrait réellement avoir une réponse de la Cour. Je vous rappelle que pendant 8 mois, la Cour n'a pas été fichue de se prononcer sur la mise en liberté. 8 mois. Pour quelque chose qui est assez clair. 8 mois. Et alors, il faut comprendre ce qui se joue en appel. Parce qu'en appel, que veut le bureau du procureur? Le bureau du procureur demande à la Cour 2 choses. Soit d'annuler tout le procès Gbagbo qu'il a eu, donc les 231 jours d'audience, 82 témoins, on annule tout ça, on repart à 0. Première option. La deuxième option, c'est si la chambre d'appel ne veut pas de ça, qu'on prononce le non-lieu. Il faut comprendre ce qui est derrière. Pour la première option, l'annulation du procès, il faut tout refaire. Ça prendra des années. Mais on peut se poser la question, ce que le bureau du procureur n'a pas pu démontrer pendant 3 ans, après avoir passé 5 ans à collectionner les preuves, donc au total presque 8 ans, où le bureau du procureur va-t-il trouver des preuves encore? Comment est-ce qu'il va les fabriquer? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Donc s'il y a un nouveau procès, ce nouveau procès sur crime contre l'humanité concernera quelles preuves? Donc déjà cette option, je trouve que c'est pas sérieux. La deuxième option, le non-lieu, et c'est là que je trouve que c'est pervers, parce que prononcer le non-lieu veut dire en d'autres termes qu'il n'y a jamais eu procès. Il n'y a jamais eu procès. Et si le non-lieu est prononcé, ça veut dire que M. Gbagbo, s'il rentre en Côte d'Ivoire, peut être rejugé sur les mêmes faits.
Parce que le non-lieu n'est pas une décision, parce que la décision, c'est soit la condamnation ou l'acquittement. Le non-lieu est un non-procès. Le non-procès veut dire que vous n'avez pas été jugé. Donc, vous pouvez encore être jugé. Ce qui veut dire que M. Gbagbo aura passé plus de 10 ans devant la Cour pénale internationale et se verra infliger un non-lieu après 10 ans au minimum de procédure, pour demeurer dans l'incertitude d'une nouvelle procédure, y compris devant le juge interne ivoirien. Ce qui me semble suspect et peu sérieux quand même. Donc ça, c'est la procédure d'acquittement. Donc déjà, il y a des incertitudes sur ça. Dans les deux cas, va-t-on annuler la procédure ou prononcer les non-lieux? Les deux options ne peuvent que nuire à M. Gbagbo. Mais enfin, la décision, revenons à la décision qui est rendue concernant la liberté. Alors, pourquoi garder des mesures restrictives pour une procédure qui ne me semble pas du tout sérieuse, finalement? Personnellement, j'enseigne le droit pénal international et la procédure pénale internationale depuis de nombreuses années. Et je trouve qu'il y a quand même des dérives inacceptables dans cette procédure. Il y a des dérives inacceptables parce que le président de la Cour est censé assurer, je rappelle l'article 38 des statuts, la bonne administration de la justice. Comment se fait-il que pendant 8 mois, le président n'a pas pu assurer la bonne administration de la justice en ce qui concerne la liberté de M. Gbagbo? Quoi qu'on en dise, de mon point de vue, il y a un déni de justice dans cette affaire. Il y a un déni de justice. C'est 8 mois pour se prononcer sur une liberté, sur des faits qui sont connus, sur des documents qui sont posés sur la table, sur des parties qui sont connues. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on fait 8 mois de procédure. Et à la fin de ces 8 mois, on dit, on a révoqué quelques mesures restrictives, on garde certaines, mais pourquoi vous les gardez? Pourquoi vous les gardez? Qu'est-ce qui justifie ces mesures? Qu'est-ce qui justifie? Monsieur Gbagbo, vu son âge, il va fuir sur quelle planète? Sur quelle planète il va fuir? Il est de nationalité ivoirienne. C'est un ancien chef d'État qui est connu. Il va se planquer où? En Chine, il va fuir pour s'aller cacher. Vu même la personnalité de M. Gbagbo, ça m'étonnerait qu'il aille se planquer à son âge dans un village chinois ou au fin fond du Texas pour fuir la justice pénale internationale. Tout ça, c'est pas sérieux. Du tout, c'est pas sérieux. Mais enfin, pour conclure sur ce point, je dirais que dans cette affaire, je crois que la justice a été à chaque étape de la procédure chassée de la Cour. La justice a été, dans certains actes posés par la Cour elle-même, piétinée. Je m'interroge sur les intérêts de la justice dans cette procédure d'appel. Où sont les intérêts de la justice dans cette procédure d'appel? Or, la Cour est une instance qui obéit à des règles qui sont claires et auxquelles les juges doivent être attachés. Les juges ne peuvent pas s'inventer un monde politique ou géopolitique qui serait favorable à tel ou tel parti. Les juges doivent dire le droit dans la rigueur. Et la Cour pénale internationale devrait servir d'exemple en matière de procédure pénale. Parce que c'est cette exemplarité de la Cour pénale internationale qui doit inspirer les juridictions internes qui éventuellement pourront également être saisies des mêmes faits dans d'autres procédures. Mais si la Cour elle-même ne respecte pas l'esprit des statuts de Rome, mais on ne doit pas alors s'étonner des comportements des États vis-à-vis de la Cour et des déclarations politiques
qui, à tort ou à raison, estime que la justice pénale internationale est plutôt une injustice pénale internationale instrumentalisée par des puissances et par des États tiers au regard de leurs intérêts stratégiques et géopolitiques. Oui, ça donne du grain à moudre pour les partisans du complot international pour ce genre d'affaires. Alors qu'est-ce qui reste pour terminer dans cette procédure? Mais évidemment, la décision vient d'être rendue par la chambre d'appel. M. Gbagbo va bénéficier de sa demi-liberté, parce qu'il n'est pas totalement libre. Il va bénéficier de sa demi-liberté. Il va attendre, dans une forme d'incertitude, la suite de la procédure. On ne sait pas quand, comment elle va se passer. Où est-ce que le bureau du procureur va trouver des éléments nouveaux? On ne sait pas. Voilà. On rentre dans un tunnel. On ne sait pas si le tunnel a une sortie. Et au vu de l'âge des accusés, notamment de M. Gbagbo, M. Blé Goudé, encore très jeune, mais au vu de l'âge de M. Gbagbo, l'on peut s'interroger si de son vivant il verra la fin de cette procédure. Je vous remercie pour votre attention. Je rappelle que la leçon était procès équitable et déni de justice dans la procédure pénale internationale. Je vous remercie.